C'est l'heure du grand dossier, soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, notre enjeu, essai nucléaire. Trump relance la guerre froide. Donald Trump qui ordonne au Pentagone de relancer des essais des armes nucléaires américaines. En ces termes, en raison des programmes d'essais menés par d'autres pays, j'ai donné instruction au ministère de la Guerre de commencer à tester nos armes nucléaires sur une base équivalente. Des tests suspendus depuis 1992. Alors, carte de l'intimidation, il l'a annoncé juste avant sa rencontre avec un autre maître du monde, Xi Jinping. Le coup de pression sur la Chine semble clair. Nous allons voir qu'il s'agit aussi, et peut-être surtout, d'un message adressé à Poutine. Et puis, essai nucléaire des États-Unis. De quoi parle-t-on? Où? Quand? Comment? Est-ce juste un signal politique ou ces essais vont-ils techniquement et concrètement servir à quelque chose? 33 ans qu'il n'y avait donc plus eu d'essais nucléaires américains et ce serait à effet immédiat. Quelle réaction? Escalade assurée? Écoutez, regardez. Nous avons plus d'armes nucléaires que n'importe qui d'autre. Nous ne faisons pas d'essais et nous les avons arrêtés il y a de nombreuses années. Mais comme d'autres font des essais, je pense qu'il est approprié que nous en fassions aussi. Les États-Unis sont un pays souverain qui a le droit de prendre ses propres décisions souveraines. Mais je tiens à rappeler la déclaration du président Poutine, qui a répété à maintes reprises: si quelqu'un s'écarte du moratoire, la Russie agira en conséquence. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie de retrouver sur ce plateau Samantha Bendern. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes chercheuse à la Royal Institute of International Affairs. Colonel Michel Goya, bien évidemment, merci également d'être avec nous. Bonjour, consultant militaire LCI, bonjour à vous. Guillaume Roquette, ravi également de vous retrouver, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour et bienvenue Benoît Grémard. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du nucléaire militaire. Le grand dossier, c'est nucléaire. Trump relance la guerre froide. C'est parti. Et d'abord, on va revenir sur ce qu'a dit Donald Trump avec le colonel Goya. Les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays. Voilà ce qu'a déclaré notamment le président américain. Écoutez ce que dit de son côté Poutine sur le sujet. On peut sans aucun doute affirmer, et sans aucune exagération, que nos armes nucléaires sont au-dessus de toutes les autres puissances nucléaires. Les faits, qu'en est-il, colonel? Là, on a un grand cours de celui qui a le plus gros arsenal. De fait, alors là, on a le nombre d'ogives nucléaires, mais c'est pas. Alors évidemment, ça paraît écrasant, et ça paraît à peu près à égalité entre la Russie et les États-Unis, et tous les autres sont assez loin derrière, dont nous aussi, Français. Mais en réalité, ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est réellement opérationnel et ce qu'on est réellement capable de lancer sur l'adversaire, sur l'ennemi du moment. Et dans ce cas-là, le critère peut-être un peu plus important, c'est ce qu'on appelle les missiles intercontinentaux, lancés depuis le sol, lancés depuis la mer. Et dans ce cadre-là, les États-Unis en ont 680. Donc 680 intercontinentaux qu'on peut balancer presque partout dans le monde, avec souvent d'ailleurs plusieurs têtes nucléaires. Et la Russie est un peu loin derrière, avec 450 par exemple, la Chine 150. Et nous Français, on en a quand même 48, ce qui relativise aussi un peu la différence qu'il peut y avoir par rapport au nombre de têtes nucléaires, en plus de ceux qui est lancé par des avions. Donc ça c'est la vraie puissance. Au passage, Russie et États-Unis, 5000 têtes nucléaires, mais je crois que pendant la guerre froide, on a dû atteindre, il faudra demander à Benoît, plus de 60 000 têtes nucléaires. Donc il y a une énorme réduction malgré tout des capacités, et ce à quoi on assiste maintenant, notamment à cause de la Chine d'ailleurs, un retour, en remontée en puissance des armes nucléaires. Mais on reste sur l'état des forces, l'état des lieux des forces. Dans le détail, la Chine qui n'a pas procédé à des tests nucléaires depuis 1996, colonel, elle en est où, la Chine? La Chine, c'est le pays qui développe le plus son arsenal. Donc là, on voit le nombre d'ogives, ça augmente régulièrement. En gros, la Chine produit une tête nucléaire tous les 4 jours. D'accord. Donc, voilà. Donc ça, c'est évidemment... la Chine se dote d'un arsenal nucléaire qui correspond à peu près à son statut mondial, avec un décalage, sachant que jusque-là, ce n'était pas forcément la priorité de la Chine. Maintenant, c'est une priorité. Et donc, il y a les têtes nucléaires, puis après, il y a les vecteurs, on les voit. Donc, ils développent eux aussi un certain nombre de vecteurs intercontinentaux, un certain nombre de missiles intercontinentaux tirés depuis le sol, depuis des silos,
ou tirer de plus en plus d'ailleurs depuis la mer. Ce qui pose aussi d'ailleurs un certain nombre d'enjeux, puisque leurs sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, ils sont un petit peu coincés dans la mer de Chine, et ils ont peut-être besoin aussi d'aller un peu plus loin. Mais voilà, c'est la Chine, et c'est peut-être ça qui déstabilise le plus les États-Unis, car d'un seul coup, ils vont se retrouver à 3, ça va être devenu un jeu à 3 entre 3 superpuissances nucléaires. Et on sait très bien que les jeux à 3, c'est toujours les jeux les plus déséquilibrés. Et dans ce jeu à 3, qu'en est-il de la Russie? Là, sauf erreur de ma part, pas d'essai confirmé depuis 1990. Oui. Donc où se positionne en réalité la Russie? Alors la Russie, oui, c'est surtout un arsenal qui est hérité de l'Union soviétique. Les essais ont été terminés alors que l'Union soviétique était toujours là. Donc la Russie moderne n'a pas procédé effectivement à des essais, sauf peut-être à des essais, ce qu'on appelle des essais sous critique, à petite échelle. C'est peut-être de ça dont Trump parle. Elle modernise son arsenal avec difficulté quand même. C'est-à-dire que Poutine parle beaucoup de son missile intercontinental Sarmat. Mais en fait, il n'est pas encore très au point. Ils ont beaucoup de mal à progresser dans ce domaine. Mais il faut bien comprendre que c'est l'atout principal de la Russie, c'est l'atout de superpuissance, c'est un symbole de superpuissance. Alors évidemment, Vladimir Poutine y est extraordinairement attaché. Au passage, je termine là-dessus, ça coûte très cher. Oui. Tout ça coûte très cher. Des pays comme les États-Unis ou la Chine ont sans doute les moyens de s'offrir des arsenaux très, très importants. La Russie, qui n'a pas ces moyens, ça paye des sommes considérables pour rester à ce niveau de superpuissance nucléaire. Merci, colonel. Avec vous, on a parfaitement posé les bases. Maintenant, cette question, la Corée du Nord, sauf erreur de ma part encore une fois, est le seul pays à avoir procédé à des essais nucléaires depuis le début du XXIe siècle. Un mot, historique. Est-ce que la position ces dernières heures, la nuit dernière de Donald Trump, a un caractère historique ? Oui, visiblement dans l'idée où la fin d'un moratoire inclut aussi un cadre juridique assez particulier, c'est-à-dire que ça peut être à ce moment-là la porte ouverte à ceux qui ont un armement nucléaire de pouvoir effectuer en fait des essais, je dirais de manière, on va dire, un peu plus, si ce n'est légal, du moins assumé vis-à-vis de la position internationale. La Corée du Nord a fait des essais de 2006 à 2017 et maintenant, elle teste essentiellement ses vecteurs. On va revenir au message très clairement envoyé à Poutine dans quelques instants. Bien évidemment, on ne va pas passer à côté, mais il faut rappeler que l'annonce de Donald Trump, elle a été faite juste avant qu'il rencontre un autre maître du monde, Xi Jinping. Le message, il est clair pour vous, c'est la mise sous pression du président chinois, voilà, c'est simple. Non, pour moi, le message, il n'est pas clair. Pour moi, le message, ça ressemble à du Trump, et du Trump même inquiétant, qui dit des choses sans peut-être forcément comprendre la portée de ce qu'il dit. Parce que comme moi, quand je l'entends dire, enfin, je le lis, d'autres font des essais nucléaires, je pense qu'il fait référence aux essais de missiles qui pourraient porter des têtes nucléaires qu'a fait Vladimir Poutine ces derniers jours, avec beaucoup de fanfares, beaucoup de bruit pour nous faire peur. Mais ce n'étaient pas des essais nucléaires, c'était des essais de propulseurs qui pourraient porter des têtes nucléaires. Je crains fortement que Trump est en train de confondre les deux choses. Et quand je lis des articles qui sont écrits par des spécialistes américains du nucléaire militaire américain, leur grande inquiétude, c'est que le président américain, aujourd'hui, n'a pas la grammaire nucléaire suffisante pour vraiment comprendre ce qui est en train de se dire et de se faire, et que comme il a licencié tellement de personnes, de militaires très haut gradés dans son entourage, il a des inquiétudes aujourd'hui et à voir sur les personnes qui l'entourent, qui ont aussi la capacité de le conseiller. Je rappelle juste un événement en 2017, juste avant que Trump rencontre Kim Jong-un. Ça a été précédé par plusieurs mois de provocations de la part de Trump, qui se moquait de Kim, Kim voulait montrer un petit peu ses plumes nucléaires. Trump, à l'époque, avait un directeur de cabinet qui s'appelait John Kerry, qui a tout fait pour essayer de calmer le président, pour lui dire il ne faut pas provoquer un personnage comme Kim Jong-un parce qu'il risque de répondre de façon catastrophique. Et d'ailleurs, ce John Kerry a été le sujet d'un livre qui est sorti récemment aux États-Unis qui décrit comment il a fallu expliquer au président américain
comment on se comporte avec d'autres puissances nucléaires et qu'on ne peut pas jouer avec ça. Donc, personnellement, quand j'ai vu ce truth, ce tweet sur le réseau social de Donald Trump, j'ai trouvé que c'était extrêmement inquiétant, pas parce qu'il pense potentiellement reprendre des essais nucléaires, parce qu'on se dit, est-ce que la personne la plus puissante du monde, qui a le monopole sur l'utilisation de l'arme nucléaire aux États-Unis, comprend vraiment de quoi on est en train de parler? C'est l'histoire de la perte de contrôle, la question nucléaire en réalité qui est en train de s'écrire là. Oui, moi j'ai un point d'accord et un point de désaccord avec Samantha de Bendern. Le point d'accord, c'est qu'effectivement, ça n'est pas clair. La première chose qui n'est pas claire, c'est l'organisation à laquelle s'adresse ce message, puisque Donald Trump a demandé au ministère de la Guerre, c'est comme ça qu'il l'a rebaptisé, de reprendre des essais. Or, d'après ce que j'ai lu, l'agence qui réalise ces essais, qui est la NNSA, l'agence de sécurité nucléaire nationale, ne dépend pas du ministère de la Guerre. Donc déjà, c'est un peu confus. Maintenant, sur le fond, et là où je ne suis pas d'accord avec Samantha, c'est que Donald Trump adore parler. Et donc, ça n'est pas parce qu'il tient un langage alarmiste qu'il va déclencher forcément la Troisième Guerre mondiale. Parce que vous vous rappeliez à juste titre ce qui s'est passé avec la Corée du Nord. Je rappelle que M. Trump a été président des États-Unis une première fois de 2017 à début 2021. Et là, tout le monde disait « Oh là là, Trump est beaucoup trop va-t-en-guerre face à Kim Jong-un, il va nous déclencher une crise mondiale. » Or, il ne s'est rien passé de tout ça. Il est même allé en Corée du Nord. Certes, ça n'a servi à rien, je suis d'accord. Mais avec lui, il ne faut jamais sous-estimer le côté déclaratif qui montre que les États-Unis sont forts, sont puissants. Il y a un côté un peu viriliste dans le Trumpisme. Et donc, je pense qu'on n'est pas forcément dans un engrenage terrible qui va nous amener à la catastrophe. Allez-y, colonel. Oui, alors c'est une déclaration trumpéenne, c'est-à-dire que on se demande s'il comprend ce dont il parle. C'est-à-dire, effectivement, mais il dit j'ai demandé au département de la guerre de faire des essais nucléaires, alors que c'est le département de l'énergie qui est chargé de ça. Donc on s'est dit tiens, voilà, il veut peut-être parler des missiles, il veut parler des trucs. Mais s'il parle des essais nucléaires, de quoi il parle? Parce que les États-Unis font des essais nucléaires, ils font de la simulation de la même façon qu'ils font des essais de missiles, de tests très régulièrement. Oui, parce que les essais et les tests, c'est pas forcément Mururoa, faut l'avoir en tête. Oui, non, mais justement, c'est plus Mururoa. C'est-à-dire que les États-Unis sont capables de faire, comme nous d'ailleurs, Français, capables de faire de la simulation d'explosions nucléaires. Alors pourquoi je dirais, ils font déjà des essais nucléaires. Alors, est-ce qu'il fait référence à ce qu'on appelle des essais sous-critiques, des petites explosions que les Chinois et les Russes feraient pour tester certains composants? Peut-être, il se dit, mais en réalité, je pense surtout que s'il pense vraiment à des essais nucléaires, il pense surtout à l'aspect démonstratif que ça représente, c'est-à-dire reprendre des essais par explosion, à grandeur nature explosion, qui par ailleurs serait souterrain, donc c'est moins démonstratif. C'est juste une manière de répondre un peu aux rodomontades, aux bravades poutiniennes, aux bravades russes, en disant voilà, moi aussi on est capable de faire des explosions. Mais il faut bien comprendre que ça ne sert à rien. Techniquement, ça ne sert à rien. Alors justement, et on ouvre une boîte de Pandore, s'ils le font vraiment, ce ne sera pas avant 2-3 ans. Trump ouvrirait une boîte de Pandore. Dans un instant, justement, colonel, on va retourner devant cet écran pour expliquer si essais nucléaires il y a ou quand, comment. Mais d'abord, on prend la direction de la Maison-Blanche. Pour vous retrouver, Sonia Dridi, merci beaucoup d'être avec nous. À nouveau, vous êtes correspondante accréditée à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes bel et bien dans la salle de presse de la Maison-Blanche. Donc vraiment au plus près de ce qui se passe. Sonia, quelles inquiétudes américaines derrière cette déclaration? De quoi est-ce le nom? Est-ce le nom d'une fébrilité américaine, du président américain? Alors, je pense surtout que Donald Trump n'aime pas être mis au défi et il veut souligner de nouveau la puissance américaine. Il a notamment déclaré les États-Unis possèdent plus d'armes nucléaires que tout autre pays, mais déjà dans son avion de retour vers Washington, eh bien, il a fait des déclarations un peu contradictoires en parlant des autres pays, mais donc on le sait surtout la Russie. Eh bien, s'ils veulent faire des tests, alors nous aussi on en fera. Et puis peu de temps après, il a dit qu'il aimerait bien voir une dénucléarisation. Il a aussi laissé entendre que donc ces déclarations étaient à destination de la Russie et non pas de la Chine. Mais ici, les experts à Washington disent que dans tous les cas, il envoie un signal dangereux parce que cela pourrait encourager les Chinois à refaire de nouveau des essais nucléaires. Alors beaucoup ici, il faut dire, les experts, les observateurs attendent des clarifications pour savoir ce que signifie réellement Donald Trump lorsqu'il parle des essais nucléaires. Il doit revenir ici à la Maison-Blanche dans les prochaines heures, donc il pourrait de nouveau
s'exprimer. On le sait que depuis le début de la semaine, la tension monte avec la Russie, mais on sait aussi qu'avec Donald Trump, ça peut très vite redescendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Washington, ces derniers mois, il y a vraiment une volonté de moderniser l'arsenal nucléaire face aux progrès qu'ont fait les Chinois et les Russes. Merci infiniment, Sonia Dridi, correspondante LCI aux États-Unis, accréditée à la Maison-Blanche. Merci beaucoup. Alors, Sonia, passionnant, on nous dit à l'instant, certains craignent que cela pousse malgré tout les Chinois à parler d'essais également de leur côté. Je voudrais vous laisser entendre la seule réaction chinoise à notre connaissance ces dernières heures par la voix du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine espère que les États-Unis respecteront sérieusement les obligations du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'engagement à interdire les essais nucléaires et qu'ils prendront des mesures concrètes pour préserver le système mondial de désarmement et de non-prolifération nucléaire et pour préserver l'équilibre et la stabilité stratégique mondiaux. Spécialiste du nucléaire militaire que vous êtes, oui, il y a toute raison maintenant de s'inquiéter d'une escalade à la suite de ces déclarations, du côté chinois notamment. En reprenant en fait les mots du porte-parole chinois, il faudrait d'abord que les États-Unis respectent le traité d'interdiction complète des essais, ce que le Sénat américain n'a jamais ratifié, et ce depuis sa signature en 1996. Donc nous sommes effectivement en présence d'une situation où Trump agit et réagit conformément en fait à ce que fait Vladimir Poutine, au niveau, je dirais, des tests qu'il fait lui-même, c'est-à-dire des missiles de croisière qui échapperaient en fait au radar, mais également des drones sous-marins qui seraient capables de provoquer des tsunamis. Et c'est ce manque finalement de tests techniques, parce que il faut reprendre aussi le pied de la lettre de ce que dit Donald Trump. Il parle de tests d'armes nucléaires, mais dans les tests, vous pouvez avoir les vecteurs ou les charges. Et ça, c'est complètement différent en fonction en fait de ce qu'on veut faire. Jusque-là, Vladimir Poutine teste les vecteurs. Et peut-être que c'est dans cette direction finalement qu'il faut voir, qu'il faut analyser les déclarations américaines. L'escalade ? C'est une pièce dans la machine à escalatoire. Le mot n'est pas dans le dictionnaire, mais il va finir par y rentrer. On est là-dedans, Guillaume ? Oui, mais de toute façon, l'escalade, les Chinois, ils la font déjà. Michel Goyer a rappelé les chiffres tout à l'heure. Ils ont 600 têtes nucléaires aujourd'hui. Ils en veulent 1000 en 2030. 2030, c'est demain. Ça fait une augmentation de 70%. Alors, certes, il y a cette espèce parce qu'il y a deux choses, en fait. Il y a l'équipement et puis il y a les essais. Les essais, c'est important pour passer à la génération suivante. Donc, il y a quelque chose de prospectif dans les propos de Trump. Mais il me semble que l'escalade, c'est-à-dire... Le fond des choses, c'est qu'on a changé de monde en février 2022 quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Donc là, le message, il était clair, c'était nous entrons dans un nouveau monde où désormais la seule règle qui vaille, c'est la force. Et pour se faire respecter, il faut être armé. Et c'est malheureusement parce que l'Ukraine n'avait pas l'arme nucléaire qu'elle a été envahie. Et donc... d'un côté, il y a les Chinois qui construisent des têtes nouvelles. De l'autre côté, il y a les Américains qui menacent de reprendre les essais. Mais je pense que c'est la même logique. La logique, c'est de dire on va revenir dans ce qu'on appelait l'équilibre de la terreur. Et toutes les bonnes mesures du siècle dernier de désarmement, le porte-parole chinois parlait du Tisen, c'est-à-dire cet accord d'interdiction des essais. Tout ça, c'est le monde d'avant, c'est fini, il va falloir s'y faire. Samantha, et après on va écouter Jean-Noël Barrot. Alors oui, je suis d'accord qu'on est dans une escalade, et ça, comme le disait Guillaume Roquette, depuis février 2022. Cette guerre à laquelle nous assistons sur le territoire européen, c'est une guerre qui se déroule sous l'ombre du nucléaire, parce que tout ce qui se passe, tout ce que nous dessinons en tant qu'occidentaux, et si vous voulez, est dirigé par le fait que nous avons peur de l'escalade nucléaire que Vladimir Poutine ne cesse de menacer depuis le premier jour. Et donc, que veut dire Donald Trump ? En effet, peut-être que lui, dans sa façon de s'exprimer, il veut aussi parler de vecteurs. Et ce serait beaucoup moins inquiétant s'il faisait des tests de vecteurs que s'il faisait des tests vraiment une explosion nucléaire. Et jusqu'à que je sache, il n'y a pas eu d'ordre clair et précis donné à qui que ce soit au ministère de la Guerre ou au ministère de l'Énergie, de vraiment recommencer des tests. Est-ce qu'on est en train d'assister à un gouvernement par tweet ou à un gouvernement par ordonnance présidentielle, ce qui serait peut-être un tout petit peu plus dans les cordes de ce dont on a l'habitude. Mais il y a une escalade verbale. Et pour moi, le plus grand risque aujourd'hui, c'est le risque de dérapage, de communication qui ne comprend pas, et que quelqu'un perdre un peu son sang-froid. Le mot de trop et la syntaxe de trop. À la table du nucléaire, il y a la France. Sur cette question du nucléaire, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères français, était l'invité de LCI hier soir. Et
Ça sonne comme une mise en garde alors que Donald Trump n'avait même pas encore prononcé ces mots. Mais il dit notamment, Jean-Noël Barrot, attention à ne jamais employer l'arme nucléaire dans une rhétorique d'escalade ou d'intimidation. On va le réécouter, regardez. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, la France et la Russie. Ce sont 5 pays qui non seulement ont des responsabilités éminentes vis-à-vis de la sécurité et de la liberté du monde, mais ce sont aussi 5 nations qui sont les seules à avoir le droit d'être dotées de l'arme nucléaire. Mais avec le droit vient une responsabilité particulière, celle de ne jamais employer l'arme nucléaire dans une rhétorique d'escalade ou d'intimidation. Malheureusement, je dirais que la Russie de Vladimir Poutine, ces dernières années, a failli à tous ses devoirs. Parce qu'elle a, en quelque sorte, détourné cette responsabilité que lui ont confiée les nations du monde, il y a 80 ans, au profit d'une aventure coloniale et impérialiste. Ne jamais employer l'arme nucléaire dans une rhétorique d'escalade ou d'intimidation, c'est ce que fait Donald Trump ? Oui, c'est ce que ça a d'abord fait Vladimir Poutine avant, il faut bien le rappeler, c'est dès le premier jour de la guerre, à partir du moment où il déclare de manière ostentatoire mettre en alerte ses forces nucléaires, c'est-à-dire, on a compris, ça y est, il va utiliser la dissuasion de manière agressive, de manière offensive, c'est-à-dire où il faut faire peur pour paralyser ou au moins freiner tous les pays occidentaux qui voudraient venir en aide à l'Ukraine. C'est lui qui a provoqué cet emploi, cette escalade qui est verbale, qui est ou psychologique ou politique, comme vous voulez. Et à partir de là, face à quelqu'un comme Trump, Trump, il répond en réalité à cette escalade, ce qui a un côté un peu enfantin aussi. Il faut être un peu puéril, dire là, il y a avant cette déclaration, il a quand même dit oui, mais nous on a le plus gros sous-marin du monde, etc., etc. Donc on est un peu dans ce jeu de quand même celui qui a le plus gros missile.